Je n'ai jamais autant attendu la fin d'une œuvre de toute ma vie. Ce que je vous dis est loin d'être une exagération, mais bel et bien ce que j'ai vécu durant les dernières années de l'une des plus grandes œuvres auxquelles j'ai pu assister. Shingeki no Kyojin. Et au-delà d'avoir marqué une génération entière, SNK est un manga qui a non seulement redéfini les codes du genre, mais a surtout élevé les standards de l'écriture à un niveau difficilement atteignable. Ou presque. Tout le monde connaît l'histoire, je ne vous ferai donc pas un résumé inutile, ni une énième branlette pseudo-philosophique pour vous expliquer un message caché. D'autres s'en sont déjà portés garant. Mais voilà, il y a un problème. Malgré toute l'admiration que j'ai pour l'œuvre, il y a quelque chose qui me tracasse depuis sa fin. Quelque chose qui, selon moi, n'a jamais vraiment été abordé. Comme si c'était tabou. Comme si la perfection supposée des SNK avait rendu toute remise en question impossible. Voire presque blasphématoire. Après tout, tout était prévu depuis le début, n'est-ce pas ? Et loin de moi d'émettre l'idée que l'œuvre soit mauvaise, soyons sérieux 2 minutes, il faudrait avoir maxé toutes ses stats dans la mauvaise foi pour sortir un truc pareil. Mais malgré ce que le manga a su apporter, malgré la puissance de son message et sa construction narrative presque chirurgicale, quelque chose s'est brisé sur la ligne d'arrivée. Quelque chose a changé. Parce qu'entre les pauses interminables, les annonces découpées en plusieurs parties, les promesses d'un final repoussé encore et encore, le changement de studio, les excuses d'Isayama, la surhype, et j'en passe, tout est devenu incontrôlable. Et je dirais même plus que ça, tous ces facteurs ont altéré la perception que le public s'est faite de l'œuvre. Surtout de sa fin. Vous ne me croyez pas ? Mais en êtes-vous si certain ? Est-ce que la fin des SNK est celle qu'on attendait vraiment ? Ou est-ce que c'est notre propre attente qui a fini par la détruire ? Parce qu'il y a beaucoup trop d'éléments qui laissent supposer que nous avons bien eu affaire à une fin prématurée, morcelée par le doute, la pression et le temps. Alors aujourd'hui, oublions l'espace d'un instant le mythe, regardons Attack on Titan pour ce qu'il est vraiment, une œuvre façonnée par un homme passionné. Et essayons ensemble de prendre ces 2 ans de recul et d'élever notre compréhension de la narration pour nous poser cette dernière question. Et si en réalité Shingeki no Kyojin s'était effondré sous le poids de sa propre grandeur ? Bon, une œuvre ne peut s'extraire de l'époque dans laquelle elle naît, et Shingeki no Kyojin ne fait pas exception à la règle. Le succès des SNK a autant reposé sur sa qualité réelle que sur la faiblesse du paysage narratif à ce moment-là. Au moment où le manga est arrivé, les standards narratifs du public étaient au ras du bitume. La moindre œuvre un peu réfléchie devenait une masterclass instantanée, et le public commençait à confondre bonne écriture et écriture complexe. Et quand t'as pas les outils intellectuels pour comprendre pourquoi quelque chose est bien, tu te contentes juste de crier à la masterclass à chaque putain de twist. Et Isayama, lui, a tout simplement explosé le plafond de ce standard. Et pour ce faire, il maîtrisait un outil narratif que peu d'auteurs osaient exploiter à ce point à l'époque, le foreshadowing, ce qu'on appelle aussi le fusil de Tchekhov. Le principe est simple, si un fusil est accroché au mur à l'acte 1, il doit tirer à l'acte 3. Et Isayama, lui, ce petit filou, a accroché un putain d'arsenal sur tous les murs de son manga. Chaque phrase, chaque image ou chaque regard pouvait cacher littéralement une bombe à retardement. Tout finissait par prendre un sens tôt ou tard, même des années après. C'était brillant, il avait une parfaite maîtrise de cet outil. Et même un peu trop. Parce que le problème, c'est qu'à force de tout vouloir justifier et tout relier, Isayama a transformé sa narration en un putain de labyrinthe. Le foreshadowing n'était plus un outil de tension narrative qui laissait entrevoir de lourds secrets, mais c'était devenu un test de mémoire collectif. On passait plus de temps à décrypter l'œuvre qu'à vraiment la vivre. Et plus la série avançait, et plus on passait de spectateur à enquêteur. Tout le monde cherchait la clé, la théorie, la timeline cachée, le sens de chaque case. C'est bon. Et quand on arrive là, il va se passer exactement le contraire de la surprise. L'anticipation. Et en soi, ce n'est pas complètement une mauvaise chose. Ça maintient l'attention du public, même longtemps après. Et quand le délai s'allonge, quand on passe de quelques mois à plusieurs années d'attente, cette anticipation se transforme. Elle devient plus forte, plus dévorante. Et donc, par simple déduction logique et un peu de bon sens, la fin doit forcément être à la hauteur de ce que tout le public a imaginé entre-temps. Et c'est là que le piège se renferme. Le foreshadowing est un excellent outil pour montrer sa maîtrise de la narration et des éléments qu'on imbrique dans notre histoire. Mais vouloir trop en faire, passant des années à nourrir ton public au foreshadowing, à lui apprendre à anticiper chaque balle, et bien le jour où tu tires pour de vrai, ça ne surprend plus personne. Au contraire, ça frustre, parce que ça ne correspond jamais à la vision qu'ils s'étaient construite dans leur tête. Encore, cette habitude crée une forme de surhype. Il faudra toujours faire mieux. Le début et le milieu des SNK avaient visé la barre tellement haute que dans la tête du public, il fallait que la fin se doit d'être légendaire. Et ironiquement dans cette histoire, c'est qu'Isayama n'a pas anticipé ça. Son propre fusil s'est donc retourné contre lui. Le recul, cette fois, c'est lui qui l'a pris de plein fouet. Parce qu'en cherchant à surprendre un public qui est déjà en attente de surprise, il a fini par tirer dans toutes les directions en essayant de dévoiler tout ce qu'il pouvait jusqu'à se tirer une balle dans le pied. Et à partir de là,
le déséquilibre commence à se faire ressentir. Le fil narratif qu'Isayama avait si bien tendu jusque-là se met à vibrer, voire à trembler. Et d'autres forces, sans même s'en rendre compte, ont continué à tirer sur cette corde, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'à un fil prêt à céder. Parmi eux, le prochain coupable de cette histoire porte le nom d'Eren Yeager. Eren Yeager est un personnage formidablement bien écrit, mais qui ne suscite aucune émotion. Non pas que je cherche à me faire des ennemis, mais je n'ai pas pleuré sa mort. Et pas parce qu'il a commis des actes d'énorme terrorisme massif, non, mais plus pour les raisons qui l'ont poussé à le faire. Eren est d'abord un enfant brisé, consumé par la haine des titans. Ce trauma fondateur est le cœur battant du personnage, une colère qui se transforme en promesse, la promesse narrative même de l'histoire. Avancer et détruire tous ses ennemis. Jusqu'au dernier. C'est ce qui le poussera à grandir, à se battre et à dépasser les murs au sens littéral comme symbolique. Et plus l'histoire avance, et plus cette rage évolue en obsession, qui elle-même lui révélera la vérité sur le monde et sa fin. Et c'est à ce moment précis que le personnage d'Eren Yeager disparaît. Il disparaît pour laisser place à un pantin manipulé par un destin immuable. Son caractère devient donc un bad boy froid manipulateur avec un duvet un peu incomplet. Mais cette transformation est une arme incroyablement efficace pour son développement, mais aussi à double tranchant dans le contexte de cette histoire. Parce que là où le récit gagne en profondeur, la construction narrative de son personnage rebelle est remplacée pour ne laisser place qu'à un personnage qui ne prend plus de décisions, mais les exécute. Et c'est là toute la nuance. Ce qui fait qu'on perd l'empathie qu'on avait pour lui, parce qu'il ne se trompe. Il agit seulement selon ce qui lui est prédisposé de faire. Et cette empathie est primordiale en vue de ce qui va se dérouler dans la suite. Mais on y reviendra. L'objectif d'Eren, donc, provenait avant tout d'une immense déception de la réalité. Il croyait qu'au-delà des murs se trouvait la liberté, un vaste monde à explorer. Mec, c'est cru dans Minecraft. Mais il n'a découvert qu'un autre peuple plus évolué, qu'il l'a enfermé dans une cage temporelle, littéralement bloqué dans le passé. Et ce rejet a provoqué en lui un besoin viscéral. Aligner ses rêves à la réalité, quoi qu'il en coûte. Et pour ce faire, terrasser l'humanité afin de pouvoir contempler l'horizon. C'est un fou furieux. Sauf qu'il y a un bémol. Un tout petit bémol. Son discours final s'en mêle complètement les pinceaux. D'abord, il dit qu'il fait tout ça pour son peuple, ensuite que c'est pour être arrêté par ses amis, puis qu'il voulait juste être libre. Bref, il veut tout et son contraire. Et comme si ça ne suffisait pas, Isayama ajoute à tout ça un amour impossible de dernière minute avec Mikasa. Sorti probablement du cul d'un titan d'ailleurs. Oui, il y a des signes, mais à aucun moment, l'histoire ne le met en avant comme un moteur dramatique majeur. Ce « je t'aime » de dernière minute ne sonne pas comme une révélation, mais plus comme un pansement mal collé. Leur relation aurait dû être un fil rouge, un fil de Tchekhov chargé dès le premier épisode. Mais Isayama, visiblement, a oublié de mettre la balle. Et ça, c'est un problème majeur, parce qu'on ne comprend plus ce qu'Eren veut vraiment. Un coup, il nous dit qu'il avait tout prévu, un coup, qu'il n'avait pas le choix, qu'il voulait détruire le monde, puis juste qu'il voulait être arrêté. Il est à la fois le bourreau et la victime, le planificateur et le pantin. On ne sait plus s'il agit par conviction ou par dépit. Et c'est là tout le problème. SNK est une tragédie, pas une justification. En altérant la conviction d'Eren, Isayama a, sans le vouloir, altéré le sens de son histoire et de sa promesse, celle qui nous a été dite dès le départ. Le monde est cruel, et dans un monde régi par la violence, il faut lutter ou mourir. Et pourtant, tout ce que la fin semble nous dire, c'est désolé. Comme si le monde finalement n'était pas si cruel, juste un peu maladroit, et qu'Eren accessoirement n'a juste pas dosé sa réaction. Et à cause de ça, Eren n'est plus un monstre, ni même un héros. Il fait désormais partie des victimes, écrasé littéralement par le poids de son propre scénario. Changeons de perspective un petit peu. Allez. Êtes-vous capable de m'expliquer la fin de Shingeki no Kyojin? Parce que moi non. Et je sais que beaucoup de suceurs compulsifs n'ont pas l'objectivité, car dans l'art ça n'existe pas, mais le recul nécessaire de se dire qu'il y a quelque chose qui cloche avec la fin. Ce que je déteste, c'est cette hypocrisie. Parce que lorsqu'il s'agit d'expliquer cette fin, tout le monde a fait la même chose. Ouvrir YouTube et se ruer sur la barre de recherche afin de réciter ce qu'il venait de comprendre 5 minutes plus tôt. Parce que la réalité, c'est que la fin, pas tout le monde l'a comprise et que c'est un sacré bordel. Une œuvre compliquée ne rime pas avec une œuvre complexe. Ce sont deux choses bien distinctes. Mais SNK, une nouvelle fois sur sa fin, a réussi à se coincer le cul entre deux chaises. Il est les deux à la fois. Isayama a su être brillant dans son propos, mais plutôt confus dans son exécution. Sa fin transpire le doute et le remaniement de dernière minute. On sent que quelque chose cloche. Eren veut sauver Elia en massacrant le monde, pour ensuite se faire tuer par les siens afin qu'ils soient tous vus comme des héros, et rétablir un équilibre entre les deux peuples. Ok. Mais ce plan, d'une part contradictoire avec son rêve initial, tient sur une montagne d'hypothèses et de justifications ultra tordues. Pardon, mais en y repensant 2 ans plus tard, aujourd'hui,
Et en mettant tout ça à plat, ce plan n'a aucun foutu sens. Mais vraiment, pourquoi a-t-il décidé de faire les choses à moitié? En faisant les choses de cette manière, il n'a fait que perpétuer la haine et la rancœur des Marrs et provoquer inéluctablement de futures guerres et donc mise en danger de son peuple. Même si je sais qu'en ce sens se trouve le message de l'œuvre, le cycle infini de la guerre, j'avais compris, ça n'enlève en rien la cohérence de son plan. Mettez-vous à la place des Marrs 2 secondes. Ton peuple se fait exterminer par une autre nation et une poignée d'entre eux ont décidé de dire stop pour arrêter le massacre. Ok, mais est-ce que ça retire la rancœur que tu auras contre eux? Est-ce que ça fait des Eldiens des héros? Mais absolument pas. Eren disait lui-même avoir exploré toutes les possibilités et que celle-ci était la moins pire. Mais soyons honnêtes, s'il avait été cohérent avec la logique des SNK et l'évolution de son personnage, il aurait dû aller jusqu'au bout. Parce qu'en laissant le libre arbitre aux Eldiens de l'arrêter, Eren n'a fait qu'accomplir la moitié de sa promesse et de son rêve initial. Il s'est battu quasiment pour rien. N'oubliez pas, la morale des personnages est grise, pas celle du manga. Elle n'a jamais été dans la demi-mesure. C'est eux ou nous. Et c'est pourquoi, selon moi, Isayama s'est trahi dans la fin de son histoire. Pas en tant qu'artiste, mais en tant qu'homme étouffé par les attentes d'un public affamé. Sa vision s'est alors altérée et polie par des influences extérieures, qui ont remis en question, à un certain degré, la conclusion de son œuvre. Et entre les révélations qui s'enchaînent sans cesse, les timelines, les souvenirs, les retours du futur, le cerveau du spectateur finit juste par imploser. Eren a commandité la mort de sa mère, il a manipulé son père, manipulé l'avenir, manipulé cette vidéo, déclenché le passé, choisi qui devait vivre ou mourir. Et tout ça, pour ça. Vous savez, j'ai un problème avec les gens qui désactivent leurs neurones sous prétexte que c'est leur œuvre favorite. Parce qu'à force de tout vouloir expliquer, tout relier et justifier tout ce qu'Isayama a mis en place, on accepte tout et l'histoire finit par étouffer son propre message. Mais surtout son fil rouge avec. Son scénario s'est emmêlé sur lui-même et c'est beaucoup trop ramifié. Au point où on se retrouve avec 139 morales et interprétations différentes. C'est le bordel. Si la fin avait assumé jusqu'au bout son propos tragique, si elle avait accepté d'être cruelle, totale et inévitable, alors SNK aurait pu devenir, selon moi, la tragédie la plus marquante et la plus clivante de notre époque. Tout en gardant sa promesse initiale d'ailleurs. À la place, on a eu une fin qui s'excuse d'exister, une fin qui s'excuse d'avoir voulu dire quelque chose en tentant vainement de plaire à tout le monde, dans la demi-mesure, à dire des choses qui n'ont aucun sens. Et évidemment que c'est mal. Évidemment, on le sait. Pourquoi nous prendre pour des enfants incapables de comprendre la gravité des actes d'Eren, sans déconner, en voulant absolument désamorcer et justifier les actes? On le sait que c'est grave, on le sait que c'est dramatique. Et SNK n'a jamais eu besoin de nous le dire, il n'a fait que de nous le montrer. Tout ça était inévitable, parce que c'est dans la nature de l'homme. Et c'est peut-être ça le vrai drame de l'œuvre pour moi. Ce n'est pas sa fin, mais ce qu'elle a fait à son auteur. Car il n'y a rien de plus tragique qu'une œuvre qui s'excuse de son propre message, si ce n'est son créateur, qui finit par le faire aussi. I'm not even so sure, and I still struggle on this point, and I'm very sorry about that. Ce que vous venez de voir est la chose la plus grave qu'un auteur puisse faire, s'excuser auprès de son public. Vous savez, la première fois que j'ai vu Hajime Isayama présenter ses excuses, je sais que c'est moche, mais j'ai ressenti de la déception. C'est intolérable qu'un auteur de sa trempe ploie le genou face à son public. Car à partir du moment où un créateur s'excuse pour ce qu'il a façonné, c'est qu'il n'en est plus le maître. Il abdique et se plie aux caprices d'un public qui, soyons honnêtes, n'aurait jamais eu la capacité intellectuelle, ni même la créativité d'ailleurs, de produire une œuvre d'une telle ampleur. Certains verront ça comme un simple geste de respect maladroit, une anecdote, mais non. Il ne faut pas lire qu'entre les lignes du manga, mais aussi entre celles de son auteur. Ce qu'il vient de faire là, à mes yeux, n'est pas un signe d'humilité, mais une capitulation. Vous savez, j'en ai fait des recherches et je n'ai jamais vu un auteur autant douter de son œuvre. Isayama est en proie à un gigantesque syndrome de l'imposteur. Il affirme autant avoir livré la fin qu'il voulait que l'inverse dans l'interview d'après. Et ça pour moi, ce n'est pas anodin. Ce qu'on voit, c'est un homme rongé par la pression, tiraillé entre ce qu'il voulait dire et ce qu'on attendait qu'il dise. Un homme qui voulait satisfaire tout le monde, paradoxalement tout sauf libre. Et non seulement il a capitulé en retouchant sa fin, mais en plus de ça, ça n'a quand même pas suffi à satisfaire tout le monde. Il a perdu sur les deux flancs. Et avec du recul, tout ressemble à une marche arrière. Excuse publique, il y a le gros touché, et un final qui cherche à ménager. Et forcément, quand un auteur recule d'un pas, qu'est-ce qui se passe? Son public avance de deux. Convaincu de mieux comprendre l'œuvre que lui, il se met alors à vouloir la réparer. Et comment, vous me direz? En réécrivant le passé pour corriger le dénouement de l'histoire. N'est-ce pas ironique? J'estime moi-même qu'il est toujours intéressant de développer les perspectives à laquelle une œuvre aurait pu tendre. Mais là, on a dépassé le stade de l'analyse. On est rentré dans une illusion grotesque où certains se croient co-auteurs d'un récit
qui ne leur appartient pas. Vous en avez sûrement entendu parler, mais ce fameux studio Eclipse s'est cru légitime à réécrire la fin de SNK sur le dos de Kodansha. Une tentative maladive de remodeler l'œuvre pour qu'elle colle à leur confort narratif sous prétexte d'un what if. Et bon, l'éditeur a bien fait de réagir, parce que ça, c'est pas du courage, c'est du parasitisme. Ils construisent leur réputation sur le dos d'un auteur qui a sacrifié des années de sa vie pour arriver à ce résultat-là. Voir son œuvre est démontée puis rassemblée par d'autres personnes, sous prétexte qu'ils comprennent mieux votre histoire que vous-même. Je ne sais pas si vous réalisez la violence du geste. Qu'on soit clair, moi non plus je n'ai pas adoré la fin. Mais entre ne pas aimer en suggérant certaines idées et oser la réécrire pour en faire une production, il y a un gouffre. Ce gouffre porte un nom d'ailleurs, le respect. Parce que n'oubliez pas, l'art à tous les niveaux reste et restera à jamais subjectif, que cela vous plaise ou non. Votre fameuse objectivité à deux balles n'existe pas, pour la simple et bonne raison qu'une œuvre d'art est une forme de confession intime, construite sur l'expérience d'années vécues et de convictions personnelles. C'est une forme de projection de notre personnalité et de nos influences cumulées durant le cours de notre vie. C'est parce qu'une histoire divise, dérange et provoque le débat qu'elle devient authentique. Si les œuvres étaient créées par un idéal commun, alors elles ne seraient qu'une norme aseptisée. Et c'est exactement pour ça que cette fin d'SNK à demi-mesure, et ces fans qui se permettent d'en écrire une autre, ne sont pas des hommages, mais des amputations. En voulant la réparer, ils lui ont justement retiré ce qui faisait son essence. Alors souvenez-vous, que vous écriviez un manga, un livre ou une chanson, peu importe, mettez-y une part de vous. Et c'est lorsque votre œuvre se détachera de tout consensus, de toute volonté de plaire ou de rester neutre, qu'elle deviendra alors une œuvre d'art. Comment avez-vous vécu la fin de l'Attaque des Titans? Je vous le demande sérieusement, j'ai envie de savoir. Parce que je pense pas exagérer en disant que c'était probablement l'un des événements les plus attendus de la Japanimation sur ces dernières années. Et de mon côté, je m'en rappelle comme si c'était hier, parce qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Laissez-moi vous raconter. Votre ami, absolu fanatique de la série, le genre de gars capable de crier Sasageo dans la rue, voulait qu'on prévoie tout comme il se doit pour l'occasion. Alors on a invité tous nos amis en fin d'après-midi pour dîner en attendant la sortie de l'épisode. Tout était préparé. Repas, lumière tamisée, grand écran, enceinte, siège, la totale. On était une dizaine entassés dans mon salon, dont la plupart qui se sont mis sur leur 31 pour l'événement. C'était un jour vraiment spécial. Le dîner terminé, il ne restait plus qu'à attendre. Encore attendre. Il était temps de s'installer pour le grand final. D'ailleurs, je me trouve actuellement sur le canapé où on a regardé la fin de la série. Oui, celui-là. Je me rappelle que l'excitation faisait que de monter. On faisait des blagues et des théories encore et encore, en attendant l'arrivée de l'épisode. On rafraîchissait la page Crunchyroll toutes les 30 secondes. Je me rappelle qu'on regardait des clips musicaux en attendant la sortie de l'épisode. Évidemment, pour continuer le supplice, le site Crunchyroll ne faisait que de planter. Et il était impossible de lancer le lecteur. Et en plus de ce faire tard, chaque minute d'attente devenait une agonie sans fin. Et puis après une heure entière d'attente, le miracle. Ça démarre. On a enfin pu lancer le dernier acte. On a éteint les lumières, fermé nos bouches et on a lancé. Après 10 ans d'attente, la fin nous est enfin révélée. Ce soir-là. Ah, vous attendez la chute? Il n'y en a pas. Ce que vous venez de ressentir, cette montée d'attente sans résolution, c'est exactement ce que j'ai vécu ce soir-là. L'attente d'une chute qui nous a laissé confus. Et le seul moyen que j'avais pour vous le faire comprendre, c'était de vous le faire vivre. Saurez-vous me pardonner un jour? Et je vais vous dire, cette soirée était excellente, oui, mais pas grâce au dernier épisode. Et aujourd'hui, je crois enfin savoir ce que j'ai ressenti ce soir-là. De l'indifférence. Et la raison pour laquelle j'ai ressenti ça venait du fait que je n'en attendais plus rien. Mais alors pourquoi? Pour la simple et bonne raison que cette situation ne date pas d'hier, mais elle prend place bien avant. Parce que, croyez-le ou non, le morcellement de la série commence avant la sortie du dernier épisode. Il s'est produit 2 ans avant sa fin, au moment où le studio a changé. Alors oui, il y a sûrement 1000 raisons derrière ça. Des questions de droit, de contrat, de production, peu importe. Là n'est pas la question. Ce qui compte, c'est ce que ce changement a provoqué. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose, mais à l'époque, regarder SNK sous Wit Studio était de l'ordre du contenu premium. J'abuse pas, franchement. C'était une expérience à part. Cette sensation d'assister à un événement, pas à une simple diffusion d'animé. Chaque plan transpirait le soin et la maîtrise, que ce soit colorimétrique, la lumière, la réalisation, cadrage, gestion des ombres, contour épais, cette patte graphique si propre à Wit, tout donnait à SNK une texture visuelle absolument indissociable de l'œuvre.
elle était unique. C'était premium, on regardait pas un énième animé saisonnier de moi qui me réincarne en gitan, mais bel et bien un monument qui se construisait sous nos yeux. Et puis Mappa a repris le flambeau. Et qu'on soit clair, je ne dis pas qu'ils ont fait un travail désastreux, mais il faut arrêter de faire semblant maintenant. C'est une immense perte pour l'œuvre. Pire que ça même, à partir de là, Shingeki no Kyojin n'était plus une œuvre, mais une simple production. Un produit calibré qui doit finir dans les temps impartis. Et c'est là que je peux enfin charger ma balle de Chekhov. Parce que cette histoire de standard que je vous parle depuis le début, elle est la raison du point de bascule qui entraînera toute sa chute. C'est elle, la vraie balle tirée dans la nuque du titan. À force de précipiter la production et de vouloir finir dans les temps impartis, Shingeki no Kyojin passait du statut d'œuvre à celui de simple production. Et ironiquement, en voulant précipiter sa fin pour ne pas perdre l'attention du public, ils n'ont fait que précipiter la chute du titan lui-même. La raison même de cette vidéo vient de ce chapitre-là. À la base, je voulais juste faire un short, un format simple et concis, comme les autres que j'ai pu faire jusque-là. Mais en écrivant, je me suis rendu compte à quel point la raison première de mon désintérêt n'aurait jamais existé sans tout ce qui l'a précédé. Et c'est là que j'ai compris. Si je voulais être honnête avec moi-même, il fallait que je raconte tout. C'est pour ça que j'ai créé cette longue vidéo, pour poser des mots sur cette frustration et ce sentiment de désintérêt que j'ai éprouvé ce soir-là. Ça me peine de parler de Love comme ça, mais je pense qu'il fallait le faire. Tout à chacun tenir son opinion sur ce que je m'apprête à vous dire, mais je risque de me montrer moins conciliant pour la suite. Parce que la raison pour laquelle cette vidéo existe, c'est celle dont je vais vous parler maintenant. Donc, cette maxime est la définition de pourquoi les premières saisons étaient exceptionnelles. Mais aussi pourquoi, selon moi, le changement de studio a provoqué la chute du monument qui est SNK. Parce que quand bien même le studio a fait tout ce qu'il pouvait, il va falloir être honnête 2 minutes, m'a pas enterré la série. Je pourrais faire une vidéo d'1 heure supplémentaire pour pointer tous les problèmes que ce changement a engendré et prouver littéralement la baisse dramatique de qualité. On est passé de la peinture à la pression numérique. Et là, mon point de désaccord fondamental avec la communauté arrive. Vous avez accepté qu'on vous serve de la merde. Et vous en avez redemandé. J'aurais préféré attendre un studio en pleine capacité de reprendre le flambeau, quitte à ce que ça n'arrive jamais, plutôt que de me servir cette chose par dépit. Et quand on sait dans quelles conditions Mappa fait bosser ses équipes avec leurs délais intenables, pression monstrueuse et épuisement généralisé, comment voulez-vous qu'ils puissent recréer cette magie? Ce qui me tend dans cette histoire, c'est que la plupart d'entre vous étaient tellement dans l'acceptation et le déni que vous finissiez par nous expliquer que l'animation n'était pas si mal. En ajoutant que ce changement artistique était voulu. Non, c'est un compromis industriel. Si vous pensez que foutre des couleurs ternes et délavées rend votre ambiance sérieuse, je vous invite à ne pas rentrer dans le domaine artistique, parce que c'est le même niveau que d'incliner la caméra pour donner un sentiment de malaise. C'est du niveau de l'amateurisme. Mais heureusement que Mappa était le seul studio en mesure de pouvoir délaver ses couleurs. On a encore eu de la chance. Le réel problème est que vous avez accepté, j'ai accepté, ce niveau de qualité par dépit et parce que l'attente devenait insupportable. Et quand je dis accepter, c'est au point de prendre la défense du studio sur les réseaux qui pleurnichaient parce que les gens n'étaient pas contents. Pardon, mais peut-être que ça va sonner rude, mais encore heureux, le peu de bon sens du public était encore là. Il n'y a rien de plus normal que d'exiger le meilleur lorsqu'on parle de l'une des séries les plus marquantes de sa décennie. Le studio Mappa ne peut pas venir geindre que les gens se plaignent de la qualité médiocre proposée après s'être foutus eux-mêmes dans une galère en acceptant 13 productions simultanément. C'est littéralement prendre une décision et pleurer sur ses conséquences. Si le studio n'était pas en mesure d'encaisser une telle charge de travail, surtout après avoir récupéré le monument qu'est SNK, qu'ils ne le fassent pas. Ce n'est pas comme si le choix leur manquait, mais ils savent très bien pourquoi ils l'ont fait. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Et en acceptant et en leur disant que ce n'est pas grave, vous n'avez fait que les conforter et vous conforter dans votre médiocrité. Résultat, on a eu ce que l'on mérite. Une production interminable qui s'est étalée sur 4 ans, avec aucun contrôle sur la durée de production, de qualité, et une communication qui ne cesse de dire tout et son contraire. Le système de parution des films a littéralement bousillé la patience des spectateurs. À force de vouloir étaler la fin sur plusieurs années, de découper la conclusion partie de saison de films de OAV, ils ont fusillé la hype. On est passé de l'excitation à l'agacement, au désintérêt. Shingeki n'était plus un événement, mais un point qu'on se traînait depuis des années. Je connais des gens qui sont allés se farcir les scans pour arrêter le supplice. Car ne me dites pas le contraire, personne ne se souviendra de la dernière saison avec autant d'enthousiasme que les premières. Ceci n'arrivera jamais. Car nous avons fini par banaliser le fait de précipiter la production d'œuvres cultissimes pour satisfaire un agenda. Terrorisés à l'idée de voir l'attention du public disparaître, ils ont précipité la production et balancé les trailers beaucoup trop tôt. Mais le pire, c'est que ce n'est pas que de leur faute. C'est surtout de la nôtre. Parce qu'en réclamant une fin plus rapidement, nous avons troqué notre exigence
contre le plaisir instantané. Et de ce fait, leur montrer que les mêmes erreurs pouvaient se répéter, encore et encore, sans qu'aucune leçon n'en soit tirée. Cet avenir alternatif où l'on imaginait l'œuvre se conclure sur une fin tragiquement belle n'arrivera jamais. Parce que tout ce qui aurait pu la rendre possible, nous l'avons détruit nous-mêmes. Ce qui nous reste aujourd'hui, ce ne sont que les souvenirs d'un avenir qui n'arrivera jamais. La morale de cette histoire, c'est que Shingeki no Kyojin n'a jamais cherché à être une œuvre heureuse, ni totalement tragique, visiblement. Elle s'est toujours tenue entre les deux, dans cet espace de doute dans lequel Isayama baignait. Il a toujours été rongé à l'idée de choisir une fin qui lui plairait, sans pour autant trahir celle que son public attendait. Et c'est peut-être là toute sa force et sa faiblesse. En tant qu'homme et en tant qu'auteur, il a fait tout ce qu'il pouvait. Il a beaucoup douté, mais il a quand même réussi à nous délivrer une œuvre profondément humaine, imparfaite, mais qui correspond à sa vision. Et ça, je ne peux que le respecter. Vous savez, je suis dur avec ce que j'aime. Peut-être même un peu trop. Mais c'est précisément parce que j'aime quelque chose que j'y place toutes mes attentes. Et un peu mes espoirs aussi. Parce que malgré tout ce que j'ai pu dire, Shingeki no Kyojin reste pour moi l'une des plus belles histoires qui m'a été donnée de voir naître, grandir et allez, mourir. Et peut-être que cette fin, aussi frustrante soit-elle, devait en être ainsi. Parce qu'au fond, elle reflète exactement ce que l'œuvre depuis le départ. Un combat contre l'inévitable. Eren n'a pas eu la fin qu'il voulait. Isayama non plus, et nous, spectateurs, non plus. Mais peut-être que c'est ça, le véritable sens de cette histoire. Accepter que certaines choses nous échappent, que certaines fins ne soient pas faites pour nous plaire, mais simplement pour exister. Un peu comme l'a dit Hermine au final. SNK n'a jamais été une promesse de satisfaction, tout le monde le sait, mais plus une promesse de vérité aussi crue, injuste et dure soit-elle. Et si aujourd'hui je lui ai consacré une vidéo entière, c'est parce qu'elle m'a profondément marqué, parce qu'elle m'a fait ressentir des choses que de très rares œuvres ont pu faire. Peut-être qu'il fallait que cette série se termine pour nous rappeler pourquoi on l'aimait. Et cette vidéo m'a fait réaliser à quel point je l'ai adorée. Alors oui, cette fin ne sera jamais celle que certains d'entre nous aurions souhaité, mais elle aura au moins eu le mérite d'exister. Et dans un autre avenir, peut-être, l'histoire se serait conclue différemment. Mais dans celle-ci, la nôtre, elle s'est conclue ainsi. Et c'est déjà très bien comme ça. J'en suis rempli de gratitude. De gratitude d'avoir eu la chance d'assister à une œuvre si colossale. Parce que même si selon moi, l'œuvre s'est effondrée sur elle-même pour toutes les raisons que j'ai pu évoquer précédemment, rappelons-nous qu'elle a été façonnée par un seul homme. Un homme qui a su tout prévoir. Excepté son succès. Et c'est peut-être là, finalement, que réside sa plus grande victoire. Parce qu'au-delà de toutes les critiques, de toutes les déceptions et de tout ce que j'ai pu dire, Isayama a laissé derrière lui un arbre immense, un arbre planté au milieu des ruines, nourri par chaque page qu'il a dessinée. Et cet arbre, lui, continue de pousser. Malgré ses imperfections, il pousse et il laisse des graines qui germeront dans l'esprit de ceux qui ont grandi avec cette histoire, dans la tête de ceux qui ont été touchés, bousculés, marqués. Des graines qui deviendront peut-être les auteurs et les réalisateurs de demain. Des gens comme vous et moi qui ont été inspirés par cette œuvre. Et ce qui me frappe, c'est que finalement, Isayama n'était pas si différent de son héros. Lui aussi s'est retrouvé piégé dans un monde qui l'empêchait de s'exprimer pleinement. Lui aussi s'est battu contre une fatalité qu'il n'a jamais vraiment choisie. Et lui aussi a fini par se heurter aux limites de sa propre liberté. Quelle ironie. L'auteur et son personnage avançaient dans la même direction. Tous deux portés par ce besoin irrépressible d'aller plus loin. Et c'est là que cette maxime prend tout son sens. L'élévation des standards se forge dans l'abnégation du présent. Parce que Shingeki no Kyojin, depuis le début, n'a jamais parlé d'autre chose que de ça. De sacrifier l'instant pour construire quelque chose qui nous dépasse. D'accepter que la liberté a un prix. D'encaisser aujourd'hui pour espérer toucher un fragment de cette liberté demain. Le titan assaillant n'est pas juste un monstre qui fonce droit devant. Il incarne la métaphore la plus brute, la plus sauvage, la plus violente de cette idée. Avancer. Encore et encore. Même quand c'est absurde, même quand c'est déjà écrit, même quand tout semble déjà perdu. Le véritable titre de cette œuvre n'a jamais été l'attaque des titans. C'est le titan assaillant. Et tout ce qu'Eren représente, tout ce que l'histoire raconte, tient dans cette idée-là. Tordre le destin à sa volonté. Se dresser contre ce qui nous enferme, même quand tout semble déjà écrit. Le titan assaillant, au-delà d'être une arme, est une direction. Une trajectoire pour tous ceux qui cherchent la liberté. Et cette volonté-là, c'est semée partout, comme des graines. C'est pour ça que Shingeki no Kyojin n'appartient plus qu'à Isayama. Aujourd'hui, elle appartient à ceux qu'elle a touchés,
à ceux qu'elle a changés, à ceux qui, à leur tour, ont ravivé une étincelle en eux. Et si cette étincelle vous fait quelque chose, alors prenez-la, gardez-la avec vous et laissez-la devenir une flamme. Parce qu'à partir de là, c'est à vous de continuer. À vous de reprendre ce projet que vous avez laissé traîner, d'écrire cette histoire que vous remettiez à demain, de dessiner ce que vous vouliez vraiment, peu importe ce que vous vouliez faire. Faites-le maintenant. À vous d'aller plus loin que les murs qu'on a posés devant vous, parce qu'ils ne sont là que pour être dépassés. Élevez vos standards, cherchez plus haut, faites mieux que ce que vous pensez être capable de faire. C'est maintenant que ça se joue. Parce qu'au final, que ce soit toi aujourd'hui ou toi dans 2000 ans, ça ne change rien. Le monde restera cruel et personne ne viendra vous donner la permission d'exister. Le seul moyen d'assurer un avenir meilleur, c'est d'offrir votre cœur à la cause, à votre cause, pour construire quelque chose qui tiendra encore debout dans 20 ans. C'est la seule vraie morale de cette œuvre. Le seul moyen de pouvoir contempler cet horizon est d'être prêt à en payer le prix, en affrontant la peur du ridicule, du jugement, de l'échec et surtout de l'adversité. Alors battez-vous. 地獄の先にある何かを見ている。それは希望かもしれないし、さらなる地獄かもしれない。それは進み続けた者にしかわからない。Bonjour, on se retrouve un mois et demi après le début de la vidéo. Pour commencer, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça m'a demandé énormément de travail et un travail probablement que je n'ai pas du tout bien estimé. La vidéo m'aura mis à peu près 3 semaines en plus de ce que j'avais prévu initialement, mais c'est pas grave, c'est fait. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses ou développé un peu plus votre pensée. J'aimerais également remercier mon double maléfique, cet homme-là, qui n'est d'autre que mon frère, qui m'a réalisé ma miniature. Je suis pas très fan des storytellers qui utilisent l'IA. D'ailleurs, allez voir le compte de mon frère, il fait des super illustrations, il est très chaud. Je vous mettrai ses comptes dans la description. J'aimerais également remercier ma mère. Oui, ma mère, qui passait à peu près tous les jours de sa vie à me demander quand la vidéo allait sortir alors qu'elle n'a jamais vu la série. Ce qui fait qu'elle l'a regardée en 1 semaine avant la sortie de cette vidéo. Merci maman. Est-ce que votre mère a déjà fait ça pour vous? Regarder une série juste pour voir votre vidéo? Je crois pas, non. La mienne, si. Et ça va sûrement se conclure avec un repas de famille où on va discuter de pourquoi Eren a fait le gros terroriste. Mais j'en suis très ravi. Aussi, annonce très importante, attention, je compte faire un live d'ici 1 semaine ou 2 sur le thème donc de la vidéo que vous avez vue pour qu'on puisse en discuter ensemble en live, que vous donniez vos avis, vos retours, pas les négatifs, je les prends pas, moi j'aime pas ça, et de manière globale discuter à peu près de la série, de ce qui nous a plu, de ce qui nous a pas plu, les moments marquants, et aussi pourquoi pas faire une tier list des openings. Ça aussi j'aimerais en parler des openings. C'est quelque chose que je ne voulais pas le mettre dans la vidéo parce que ça allait prendre beaucoup trop de place, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et mine de rien, je pense qu'il y a aussi des openings qui ne sont pas si bons. On en parlera en live. Pour ceux qui arrivent 2000 ans après cette vidéo, ne vous en faites pas, il y aura une rediffusion de live. Vous pourrez pas participer, mais au moins vous aurez les souvenirs de l'avenir. Très marrant. Enfin non, ça veut rien dire. Vous serez dans l'avenir et vous verrez les souvenirs. Bon, quoi, c'est juste une rediff de live, quoi. Et n'oubliez pas, malgré tout ce que j'ai dit, ceci est une critique d'une série qui se place déjà très haut dans le panier. On n'en aura pas comme ça avant une 20aine d'années probablement. Et c'est normal vu ce qu'Isayama nous a pondu. Et comme dirait un célèbre méchant, dont je vous laisse me dire dans les commentaires son nom, le mets le plus médiocre a sans doute plus de valeur que la critique qui la dénonce comme telle. Bref, je m'égare, mais je vous remercie sincèrement pour le temps que vous avez pris pour cette vidéo, parce que 30 minutes quand même, ça vaut beaucoup de temps, et votre temps est précieux, pas autant précieux que vous, mais je voulais quand même vous remercier. Sur ce, n'oubliez pas, réalisez vos rêves, quitte à écraser la liberté des autres. Je crois que j'ai mal compris là ce que voulait dire Isayama.